Comment analyser cette évolution de la violence? Pourquoi les affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité prennent-ils une telle ampleur? La présidentielle 2024, la candidature d'Idrissa Seck, les réactions au sein de Benno, la réaction du frange de l'opposition, quelle lecture en faire? La manipulation, la désinformation à l'image du procès arrangé de Fox News sont-elles devenues dangereuses pour l'équilibre de nos sociétés? Les pays africains, le Sénégal en particulier, sont-ils outillés pour faire face au chaos quasi programmé? Alioune Ndiaye, journaliste producteur, et Abdourahmane Gaïdé, historien et écrivain, sont les invités de l'Assemblée Samba Diop à l'ère du temps. Ce sera ce dimanche 23 avril sur 90.3 iRadio de 10h à 11h. Dimanche 23 avril 2023, déwéniti à tous les Sénégalais. Avec cette fête de Korité, nous souhaitons une santé, une longévité et surtout la paix dans ce pays. Nous avons dans ce studio Alioune Ndiaye, qu'on ne présente plus, journaliste producteur. Alioune Ndiaye, qu'on a connu comme l'un des plus grands journalistes du Sénégal, avec qui on a cheminé à Walfadjri, à RFM, un peu partout. Donc c'est un ami à nous et surtout c'est un confrère pour qui nous avons beaucoup de respect pour ce qu'il est en train de faire. Abdourahmane Gaïdé aussi, qui est historien, écrivain. Merci donc monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le président Macky Sall a fait un exercice hier rare. Il le fait rarement avec des journalistes sénégalais en accordant une interview à notre confrère Assane Gueye de la RFM. Le président dit beaucoup de choses. Les Sénégalais s'attendaient à qu'il se prononce sur le troisième mandat. Il a encore dit oui, non. Donc on reste encore dans le flou par rapport à cette position que beaucoup attendent. S'il y va, que les Sénégalais le sachent. S'il n'y va pas, que les Sénégalais le sachent. Mais Ndiaye, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interview du président Macky Sall? Bonjour Alsane, merci à vous pour l'invitation, merci aux auditeurs qui sont en train de suivre cette émission. C'est pour moi aussi un plaisir de partager ce plateau avec Abdourahmane Gaïdé, de répondre à vos ou à tes questions. Merci. Je peux me permettre de te tutoyer Bien parce sûr. que tu es un frère tu es un frère de très longtemps. Comme tu l'as dit, on a cheminé ensemble, pas simplement dans les rédactions, mais depuis l'université, depuis le CESTI. Tout à fait. Donc, nous sommes de vieux amis et c'est un plaisir pour moi de venir sur ce plateau. Alassane, je pense que l'exercice auquel le président de la République s'est prêté hier est d'abord avant tout un exercice de communication. Et pour moi, c'est l'aboutissement d'une diplomatie souterraine qui a cours depuis quelque temps. Et le signe annonciateur de cette diplomatie, c'est le silence que Ousmane Sonko a observé pendant plusieurs jours ou pendant quelques semaines, où on ne l'a pas vu sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas entendu communiquer comme il le faisait tous azimuts, tous les jours presque, à travers les chaînes YouTube de son parti. Et le discours déjà que Ousmane Sonko a fait à Ziguinchor est un discours inhabituel. On avait connu un Ousmane Sonko plus fringant, un Ousmane Sonko qui était d'attaque, un Ousmane Sonko qui, en général, à chaque sortie, s'en prenait vertement au gouvernement. Mais on l'a entendu faire un discours de paix, un discours de rassemblement. Le discours du président Macky Sall est pour moi intéressant en ce sens qu'il renseigne sur une disposition d'esprit. Ce que le président Macky Sall a semblé dire dans mon entendement à moi, c'est OK, vous faites beaucoup de cas du parrainage, vous faites cas de l'article, je ne sais plus, 56 du code pénal, du code L50 du code électoral qui interdit aux gens qui ont écopé d'une condamnation de 6 mois de prison avec sursis qui les empêche de pouvoir se présenter, Vous faites cas de tout cela, venez, on en discute. En une semaine à peu près, on pourrait régler ce problème. Parce que je suis dans les dispositions d'esprit pour écouter ce que vous voulez et le faire appliquer. Je pense que ça me rappelle un discours du président Abdou Diouf qui, quand il a lancé la discussion sur le code électoral consensuel, a dit travailler, je n'enlèverai aucune virgule des conclusions auxquelles vous allez aboutir. Je pense que 1992. Voilà, je pense que Macky Sall aujourd'hui est dans cette même disposition d'esprit. Il s'est dit bon, d'accord. À un moment donné, l'opposition dirigée par Pastef avait eu une victoire sur l'État. C'est comme ça peut-être qu'ils l'analysent, parce qu'ils avaient été pris par surprise. Il y a eu un bras de fer
il y a un mois ou il y a quelques jours avant le Ramadan entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition dirigée par Pastef, je veux dire Pastef principalement et le pouvoir. Et le pouvoir, l'État a montré à Ousmane Sonko et à ses soutiens qu'ils avaient les moyens et la puissance pour les contrôler et les faire, je veux dire, s'ils veulent qu'ils se présentent devant la loi, qu'ils se présentent devant la loi. Donc ils ont montré qu'ils étaient en capacité de faire régner la loi. Et maintenant, ils en sont arrivés à un moment où ils se disent, bon, ils doivent avoir compris la leçon. Et je pense que du côté de Ousmane Sonko et de ses soutiens, on a compris la leçon. Que ça ne sert à rien d'embarquer le Sénégal dans une aventure sans lendemain. Qu'il serait bien qu'il soit, lui, dans les dispositions d'esprit de discuter et d'accorder à l'opposition ce qui est juste. Et je pense que la revendication sur le toilettage du code électoral, c'est une revendication à la fois légitime et juste. Sur le parrainage aussi, si les gens ne sont pas d'accord, les lois, on les fait pour les Sénégalais. Absolument. Maintenant, on peut en discuter, même si, par contre, moi, personnellement, je suis pour le parrainage, mais ça, si on a l'occasion d'en discuter, nous pourrons y revenir. Oui, ce discours de président Macky Sall et de Ousmane Sonko, comme Aliou Ndiaye l'a dit, on l'a entendu quelque part aussi Idriss Seck le dire en insistant sur la stabilité et la paix au Sénégal. Est-ce quelque part la diplomatie souterraine qui est en train de se mettre en place, des négociations qui sont faites peut-être de façon secrète, Idriss Seck qu'il soit parti chez Ousmane Sonko à l'heure du laitier pour lui parler, et que ces histoires de Mélenchon, de Élysée entre autres, est-ce que tout ça entre dans cette diplomatie souterraine? Bonjour d'abord et salut à notre ami Aliou Ndiaye que je rencontre peut-être pour la première fois, et j'en profite aussi pour souhaiter bonne fête à l'ensemble de vos auditeurs, à l'ensemble de nos amis. Je crois que la question que vous posez mérite une réflexion qui pourrait peut-être nous donner plus d'éléments pour rebondir sur les événements qui nous préoccupent aujourd'hui. Je pense que le discours d'apaisement est une obligation, puisque je ne peux pas concevoir le Sénégal, sans la paix. C'est quelque chose d'inimaginable, puisque le Sénégal rime avec paix. Sinon, nous ne serions pas là en train de discuter de tous ces éléments-là. Autre chose, je crois que nous étions aussi à la veille de la Tabaski, plutôt de la Korité, oui. Nous sommes dans la Korité, et que pratiquement tous les acteurs que vous avez cités sont affiliés à une religion qui appelle la paix, et qui s'appelle même la paix, islam. Donc ils étaient obligés, tous, même s'ils ne croient pas, d'être dans cette mouvance-là. Quant aux négociations souterraines, je n'en suis pas du tout informé, mais je suis persuadé que les volontés qui existent dans ce pays et qui ont des voix qui s'imposent à la société ont certainement parlent nuit et jour pour que ce que le Sénégal est reconnu pour soit toujours là et préservé et renforcé. Et je crois que aussi dans ce que j'ai entendu de la bouche du président de la République, et que je crois, puisque je crois que c'est fondamental, je ne vais pas détruire la démocratie sénégalaise. C'est très clair dans ma tête. Ce qui peut ne pas paraître très clair, c'est l'exigence, une chose qui est devenue une exigence pratiquement sociale et une demande politique. Sa prononciation
par rapport à un troisième possible mandat. Et je crois que votre collègue journaliste a bien fait d'insister sur ce fait. Et je crois que le président de la République, sans pour autant cautionner l'ensemble de ce qui a été dit, a répondu. Je vais répondre bientôt. Et si on décompte les jours qui restent pour la fin du mandat, on est à 300 et quelques jours. Et moi, en tant que chercheur, souvent, je ne m'intéresse pas à la personne en tant que telle, puisque ce qui me préoccupe réellement, c'est le sentiment profond qui est à l'intérieur de la société. Et je suis dans une posture qui ne me permet pas de mettre celui-là et celui-là. Non, puisque je suis dans la posture de l'université où je suis dans l'obligation de montrer un exemple de retrait par rapport à l'analyse que nous devons faire pour nos sociétés. Je crois que si on reprend ce qu'il a fait, c'est une démarche qui ressemble un tout petit peu, j'exagère peut-être, à celle que nous sommes en train d'observer et que Macron est en train de dérouler en France en tant que tel. Avec toute la contestation autour des retraites, et nous, ici, nous discutions d'une retraite, et là-bas, de retraite. Retraite du président par rapport à une course. Oui. Bon, je conclus. Je crois qu'il y a des similitudes, et elles sont tout à fait normales, puisque Idriss Seck, c'est un poids important. Il a parlé. Le premier opposant a parlé. Il fallait que le président de la République parle dans le même langage. Et c'est ça qu'il a fait. Mais la cristallisation à l'India de l'opinion, c'est sur le troisième mandat. Le président a dit, il a repris son ancienne. Je vais ni dire oui ni non, mais en disant que je vais me prononcer bientôt. Oui, je pense que c'est une manière de faire patienter les gens, pas de maintenir le suspense. Il sait que c'est une question qui intéresse les Sénégalais, qui intéresse dans les deux camps. Dans son camp, il y a des gens qui poussent, qui font, qui insistent pour qu'il soit candidat, parce que certainement ils y ont intérêt. Et ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils disent oui. Il y a dans son camp, dans Benno Bokk Yakaar, des gens qui ne sont pas pour le troisième mandat ouvertement, et je pense que le séminaire qu'ils avaient organisé l'a démontré, et qui aussi attendent de savoir exactement quelle sera la décision du président. Donc aujourd'hui, dans son camp déjà, il y a l'attente. Il y a aussi dans son camp des gens qui se préparent, qui se disent qu'ils pourraient bien devenir khalife à la place du khalife, et qui, en la circonstance et en l'occurrence, sont en train de travailler avec des états-majors au cas où, parce qu'on ne sait jamais. À ce qu'on dit, même si je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dans le secret des dieux, mais comme Macky Sall est un homme politique sénégalais, malgré les confidences qu'il vous fait, les gens se disent qu'il est capable de clignoter à gauche pour tourner à droite, comme son grand mentor qui l'a formé aux choses politiques. Mais il y a aussi le fait qu'Idriss Seck... Donc, non, je continue. Donc, il faut essayer peut-être de lire à travers les lignes et d'essayer de décrypter ce que Macky Sall a dit. Je pense que lors de son interview à France 24, comme lors de cette interview à la RFM, il a dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que lui, il soit le fossoyeur de la démocratie sénégalaise. Et si jamais il se présente à un troisième mandat, la démocratie sénégalaise va faire un recul, va faire une récession. Les élections législatives, déjà, les dernières élections législatives ont été un moment de récession politique au Sénégal. Et le résultat, c'est l'Assemblée nationale marché ngelaw qu'on a là, où franchement, il y a vraiment pas de débat, il y a des invectives, il y a des injures, mais les débats de haut niveau, on les attend encore. Donc, si le président de la République, et je pense qu'il a dit des choses qui m'ont fortement marqué, et je préfère être naïf, penser que
au fond, il pense vraiment comme... parce que j'ai dit tout à l'heure que les gens attendent dans son camp. Dans l'opposition aussi, il y a des gens qui attendent. Mais je le dis encore une fois, l'intérêt d'un opposant comme Ousmane Sonko aujourd'hui, c'est que Macky Sall se présente. Si Macky Sall se présente, ce ne sera plus une élection présidentielle, ce sera un référendum pour ou contre le troisième mandat. Et ce référendum est à son avantage. Donc, je pense que les attentes sont de tous les côtés. Mais moi, je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a semblé fondamental et que Gaïdo a dit tout à l'heure. Il a dit « Je ne serai pas le fossoyeur de la démocratie sénégalaise ». Il l'a dit à France 24, il l'a dit hier, et je me rappelle aussi lors des événements de mars, quand il avait reçu des membres de la société civile pour s'expliquer. Il a dit, qu'on ne l'a jamais entendu dire personnellement qu'il allait se présenter pour un troisième mandat, mais il a dit, je ne serai pas le fossoyeur de la démocratie. Hier, il a rajouté autre chose. Il a dit, je suis conscient de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réalisé. Et moi, je suis de ceux qui disent que Macky Sall a fait beaucoup de choses dans ce pays. On peut être avec ou contre lui, mais quand il va partir, quand les gens feront le bilan de ce qu'il a réalisé, il a transformé le pays de manière extraordinaire. Donc ces transformations-là, à un moment ou à un autre de notre histoire, à un moment qui n'est pas loin d'ailleurs, les gens s'en rendront compte. Maintenant, comme je le dis, si lui, il décide de se présenter pour un troisième mandat, ça dit tout ce travail-là s'écroule parce qu'il y a la grande porte de l'histoire, il y a la poubelle de l'histoire. Il faut choisir. S'il choisit de se présenter pour un troisième mandat, il va direct dans la poubelle de l'histoire. Donc je pense que lui, en le disant comme ça, il a pris conscience de la réalité. Il connaît le terrain et puis pour moi, il doit être bien informé. Il doit avoir un sondage qui doit le renseigner sur les intentions de vote des Sénégalais. Et moi qui suis en banlieue, qui vis avec les gens, l'impression, le sentiment que j'ai, c'est que pour moi, la page Macky Sall, pour beaucoup de Sénégalais, elle est tournée. La politique, ce n'est pas simplement une question de rapport de force, c'est une question de dynamique. Et quand les dynamiques de changement sont enclenchées, c'est fini, elles sont enclenchées. Et la dynamique de changement est enclenchée. Et Macky Sall a fait des choses sur le plan des infrastructures, sur le plan de la structuration de l'économie sénégalaise. Il a fait des choses tellement importantes que comme il l'a dit, moi je pense comme lui, qu'il ne doit pas le gâcher. Maintenant, il y a une petite explication. Pourquoi après tout ce qu'il a fait, la dynamique est au changement? Parce qu'un État, pour moi, a une fonction essentielle, fondamentale. C'est la première. Cette fonction, c'est de donner de la dignité aux gens. Et il y a beaucoup de gens dans ce pays qui n'ont pas encore accès à la dignité. Parce qu'ils ne peuvent pas manger à leur faim, ils ne peuvent pas se soigner, ils n'habitent pas convenablement, ils ne s'habillent pas décemment. Oui. Justement, est-ce que cette dynamique de changement, est-ce que c'est ce qu'a compris Idrissa Seck pour lui se positionner en tant que candidat pour la prochaine présidentielle? Parce que demain, il dit qu'il va démissionner. Ses ministres vont quitter le gouvernement, donc on s'attend à un réaménagement ou un remaniement ministériel. Au niveau de l'Assemblée nationale aussi, il a des députés là-bas. Quelle est la configuration que cela peut apporter? Est-ce qu'il est dans cette dynamique-là en comprenant Idrissa Seck qui est l'âme de fond pour le changement? Bon, je crois que si je me mets dans une analyse générale, holistique, on l'appellera comme on voudra, mais c'est que Idrissa Seck était obligé, je crois, par l'atmosphère nationale, à réagir, puisqu'il fait partie quand même des éléments qui soutiennent quelqu'un. Et il s'est passé dans ce pays quelque chose qu'il faut bien voir aussi. Moi, je l'observe, puisque dans le chaos qui semble se faire, il y a effectivement un décrochage de la société. C'est le Mbourou Mbarara. Bon, le Mbourou Mbarara, on sera toujours dedans. C'est irréversible comme malheureusement comme chose. Mais il était obligé de prendre la parole pour se déterminer, puisque on a vu que l'espace politique lui-même a muté vers autre chose qui n'est pas son caractère réel. Puisque dès que
l'espace politique est envahi par une forme de haine inter-individuelle, on est dans la naissance de deux camps. Et tout celui qui signifie quelque chose dans la société doit, selon l'opinion, obligatoirement avoir un champ, une partie, soutenir quelque chose. Et donc, Idrissa Seck était obligé d'être clair par rapport à cette opinion générale qui sous-tend justement cette demande de changement profond qui est en train de se produire dans la société. Mais qu'est-ce qui peut déterminer exactement sa capacité à se refaire une autre personnalité lui-même à l'intérieur de la société pour briguer un mandat qui va le faire 5e président, alors que tout le long de son cheminement, c'est la 4e position qui était importante. Aujourd'hui, je crois que la 4e position ayant échappé, il sera très difficile pour lui de revenir et de reconstruire. C'est ce décrochage-là qu'on est en train de voir avec ce qui se passe avec le président de la République. Il y a une forme de décrochage qui est là, qui est devenu un phénomène même qui alimente l'intersubjectivité qui existe entre les individualités. Et ça, c'est ça qu'il faut stopper. Si dialogue doit se faire, il doit se faire réellement sur les soucis de la société et non sur les calculs de loi. Il faut qu'on arrête un peu la dictature du droit et qu'on soit dans la dictature du social et de cette demande de changement profond qui innerve tous les secteurs de la vie du Sénégal. Et ça ne peut se faire qu'en régularisant davantage le langage, puisque ceux pour lesquels tout le monde semble travailler, ils sont déjà là. Puisqu'on parle toujours de générations à venir, mais les générations à venir, elles sont là, elles nous écoutent. Elles ont 10 ans. Et elles ont 17 ans et demi, puisque c'est elles qui vont voter dans 300 jours, puisqu'elles arrivent à la majorité à 18 ans maintenant. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Abdrahmane Gaïdé, historien et écrivain, Alioune Ndiaye, journaliste producteur. Alioune Ndiaye, il disait tantôt qu'il y a une dynamique de changement qui est attendue par la jeunesse, qui demande un peu à ce que les choses bougent. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on soit passé de manifestations avec GDPR au cocktail Molotov, que l'on voit de plus en plus? Bon, les cocktails Molotov, il faut relativiser. Je pense que si tous les jeunes se mettaient à faire des cocktails Molotov, la situation serait ingérable. Maintenant, pour les récemment, on l'a vu à Ngor, Yoff, où les jeunes balancer des cocktails Molotov. Bien sûr, bon, peut-être que si ils ont vu quelques exemplaires qui les ont inspirés, mais je veux dire que aujourd'hui, la plupart des contradictions au Sénégal ne se règlent pas au cocktail Molotov. Bon, déjà, peut-être qu'il y a un certain nombre je veux dire, les relations entre les forces de l'ordre et les jeunes en général sont en train d'évoluer. Les jeunes, de plus en plus, les affrontent avec plus de témérité, plus de courage et plus de détermination aussi. Et en 2019, quand Macky Sall a gagné l'élection présidentielle, j'étais invité sur un plateau. J'ai dit, en fait, Macky Sall a gagné, mais il doit faire attention à la jeunesse. Parce que cette jeunesse qui brave l'océan Atlantique, monte sur des pirogues pour forcer la porte de l'Espagne, à un moment ou un autre, elle va se dire, notre problème, c'est pas d'aller en Espagne, notre problème, c'est de rester au Sénégal et de régler nos problèmes entre Sénégalais. Et des gens qui ont le courage de braver l'océan la nuit, il n'y a aucune lumière, qui font des traversées sur des pirogues de fortune, juste pour pouvoir s'en sortir, ce ne sont pas ces gens-là qui vont avoir quelques craintes à affronter des forces de sécurité qui ne sont armées que de grenades lacrymogènes. Ce ne sont pas ces gens-là
qui pour certains ont fait de la prison en Libye, qui ont été vendus comme des esclaves, qui ont quelques difficultés à affronter des forces de l'ordre qui n'ont pour autre arme que des grenades lacrymogènes. Donc j'avais dit à l'époque qu'il fallait réfléchir sur la perspective. Si la perspective est bouchée pour les jeunes, on va avoir des affrontements et on va avoir des affrontements violents. Maintenant, ce qui se passe, les sociologues pourront l'étudier et je pense qu'il est dans l'intérêt des sociologues sénégalais et du Sénégal d'ailleurs de pousser les sociologues à l'étudier, à essayer de comprendre ces phénomènes qui sont en train de se dérouler avant que ce soit des phénomènes, avant qu'ils ne deviennent des phénomènes incontrôlables. Mais il est aujourd'hui clair, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le problème principal de la gouvernance Macky Sall, c'est que jusqu'à présent, l'État ne garantit pas la dignité aux gens. Des gens qui ont de la dignité ne vont pas aller voler à Auchan de quoi manger. Des gens qui ont de la dignité ne vont pas forcer la serrure d'un vendeur de téléphone portable pour pouvoir se servir. Donc, encore une fois, l'État sous Macky Sall a réussi beaucoup de prouesses dans la construction des infrastructures, dans la structuration de l'économie et comme il a dit, le taux de croissance du produit intérieur brut du Sénégal dans les années qui vont venir va être important. Maintenant, il faut faire en sorte que l'essai soit transformé. On a raté des occasions. Je rappelle que quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, il a dit qu'on n'avait pas de problème d'argent, qu'il y avait plein d'argent dans les caisses. Mais quand Abdoulaye Wade partait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était sûr que Macky Sall n'allait pas être en mesure de payer les salaires. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'il avait trouvé? Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de croissance. On a l'exploitation du pétrole. Il y a un certain nombre d'infrastructures structurantes qui ont été construites. Et tout cela met l'écosystème économique du Sénégal sur une rampe de lancement. Mais qu'est-ce qu'on va en faire après? Pour moi, c'est une question fondamentale parce que tant que la question de la dignité des jeunes, des populations sénégalaises n'est pas réglée, on est toujours assis sur un volcan. Et je pense que, d'ailleurs, si jamais Macky Sall quitte le pouvoir, moi je plains celui qui va venir prendre le pouvoir après lui. Parce que, comme on dit en Wolof, mais justement, il y a une telle impatience des jeunes par rapport à l'emploi, au travail, comme Alioune Ndiaye dit, la dignité. Est-ce que ce qui explique aujourd'hui que de plus en plus la violence prend de l'ampleur? Ces jeunes-là, ils se disent, oui, écoutez, on n'a plus rien à perdre. À chaque fois qu'il y a de besoins, il faut qu'on manifeste, qu'on change même de stratégie dans la production de la violence pour que les autorités sachent que nous sommes dans une situation critique. Bon, je pense que cette violence-là, elle est concomitante ou bien elle est même enchâssée dans la démocratie. Malheureusement, il y a toujours des groupuscules qui peuvent apparaître à l'intérieur d'une masse. Mais moi, ce n'est pas ça qui est préoccupant. J'ai toujours pensé, et je même pense qu'on en avait parlé dans une émission, c'est qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement important dans ce pays qui n'a pas été pris en compte, je crois. Enfin, c'est mon avis. Laquelle? Abdoulaye Wade a baissé l'âge du vote à 18 ans. Il a influé sur la notion même de génération. Parce que la majorité, c'était à 23. Maintenant, on est majeur à 18 ans. Et il y a combien de 18 ans dans la société? On dit à peu près qu'il y a les moins de 25 ans vont 75 à 80%. Et ceux qui vont voter l'année prochaine, ils auront 18 ans, 19 ans. Donc, c'est pourquoi il y a toujours ce langage de violence et d'enfance. Je m'excuse de le dire ainsi. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Moi-même qui ai 60 ans, souvent j'agis comme un enfant. On a mis à l'intérieur du corps politique le sang tout neuf qui écoute un discours qui certainement l'emballe. Ceux qui vont braver les forces de l'ordre sont poussés par quelque chose qui est plus puissant qu'eux-mêmes. Je ne cautionne pas. Et je ne cautionne pas aussi les répressions qui viennent de l'autre côté, puisque les forces de l'ordre sont faites pour mettre de l'ordre. Et nous avons vu, et je crois que d'ailleurs c'est ça que nous devons
je m'excuse encore de revenir. Est-ce que c'est parce que l'État est incapable de régler la question du chômage des jeunes, de donner de la dignité à beaucoup de jeunes qui viennent dans le marché du travail, sur le marché du travail, qui n'ont pas de travail, qui ont du mal à s'en sortir. Vous voyez, si vous regardez bien la psychologie, des fois vous quittez par exemple votre maison, les gens vont en ville, ils font le tour des bureaux pour chercher vraiment de quoi je traverse faire bouillir la marmite. Je pense que je traverse la société de manière très sérieuse et chaque matin. Je suis dans ma gare routière du village, je comprends tout ce que tu es en train de dire. Mais je crois que cette violence, je vais y revenir, cette violence est liée au fait qu'il y a trop de jeunes, justement, sans travail. Mais attention, est-ce que ce sont des chômeurs? Parce que le chômeur chez nous, c'est autre chose. On n'a pas pris les critères du chômeur pour qu'on puisse comprendre est-ce que ce sont des chômeurs ou bien ce sont des déclassés de l'enseignement et qui remontent donc à trop loin. Bref, je crois que pour régler ces problèmes-là aussi, c'est pour réfléchir davantage sur les modes d'encadrement de toutes les manifestations qui se passent. Nous avons l'exemple de notre métropole, la France encore. Depuis 3 mois, on a vu comment la police gère et comment les manifestations peuvent dégénérer. De toutes les façons, si on revient ici, je crois qu'il ne faut pas trop exagérer les violences qui peuvent apparaître, puisque ça fait partie du processus, malheureusement. L'essentiel, c'est qu'il faut limiter ces violences pour qu'elles ne débouchent pas sur quelque chose qu'on ne souhaite pas. Il faut qu'on surveille la tension et qu'on ramène les gens à plus de retenue. Et la dignité commence par là. Elle n'est pas produite par l'État. La dignité, elle vient avec l'individu en tant que tel lui-même qui l'entretient. Ce n'est pas l'État qui a des recettes pour mettre la dignité là. C'est vrai que l'État donne peut-être des salaires, et là, le salaire peut permettre d'être digne, mais la dignité, ce n'est pas le bien matériel. C'est quelque chose d'immatériel que quelqu'un doit intérioriser d'abord, oui, pour qu'il puisse être accompagné. Est-ce que c'est là-bas qu'on peut comprendre la candidature d'Idriss Seck en disant que lui, il pense que Macky Sall doit garantir la stabilité et la paix au Sénégal, compte tenu de la situation qu'on vit avec des manifestations de plus en plus violentes? Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir un peu sur une remarque du doyen Gaïdo. Pour moi, c'est l'État qui doit donner de la dignité. Parce que la dignité, c'est de l'éducation, comme il l'a dit, effectivement. Mais cette éducation, c'est l'État qui doit la garantir. Mais la dignité d'un individu, d'abord et avant tout, c'est de pouvoir manger à sa faim. L'échelle de Maslow. Voilà, manger à sa faim. Bon, parce que vous connaissez déjà la pyramide de Maslow, oui, qui explique en fait comment les gens peuvent réagir, réfléchir et interagir en fonction de leur rapport à la satisfaction de leurs besoins. Donc la dignité, pour moi, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est manger à sa faim, se soigner quand on est malade, donc avoir des structures de santé qui sont à niveau et qui sont capables de prendre en charge les gens, de les prendre en charge décemment, se pouvoir se loger. Déjà, ça donne de la dignité. Et puis, après, pouvoir s'habiller décemment. Je pense que c'est le professeur Malik Ndiaye qui théorisait à un moment donné la société du Giro. De l'accaparement. De l'accaparement, oui, la société du Giro. En fait, les Wolof disent nit bu xelam dalul lay Giro. C'est-à-dire, bu ñu tegee ndabu laax bi et que wóoru la ne mën nga ci lekk ba suur boobu ngay Giro. Donc man du ma Giro li ma moom. Li ma moom du ma ko Giro. su ma gisee ñi koy jiiru ma damay dem ci cin bi. waaw non parce que pour moi vous êtes un universitaire et vous êtes dans la pyramide de Maslow, vous êtes à un niveau où vous êtes capable d'analyser, de vous élever au-delà des contingences. Tout le monde n'a pas ce niveau-là. Oui. Donc tout le monde ne réagit pas de cette façon-là. Maintenant, pour parler de Idriss Seck, je pense que Idriss Seck, on ne lui apprend pas la politique. C'est un homme politique de haute facture. De stabilité. Non, c'est un homme politique. Il faut analyser le discours d'Idriss Seck. Idriss Seck dit, pour moi, il y a 2 parties dans son discours. Il dit, j'ai dit au président Macky Sall, je m'en vais.
Ça veut dire il prend ses distances à partir de maintenant, il reprend sa liberté de parole, sa liberté de critique. Ok. Ça aussi, dans l'histoire politique du Sénégal, on ne l'apprend pas. Oui. L'entrisme, c'était le jeu favori de Abdoulaye Wade. À chaque fois que l'élection présidentielle s'approche, il sort et il redevient un opposant virulent. Et ça marche. Donc Idrissa Seck dit « je m'en vais ». Mais il dit « je m'en vais », mais il faut qu'à partir de maintenant, les gens considèrent que je suis le leader de l'opposition. Je suis le leader de l'opposition. Pourquoi? Parce que lors de la dernière présidentielle, je suis arrivé deuxième. Maintenant, celui qui peut aujourd'hui me faire ombrage, prendre cette deuxième place, pouvoir prétendre à la consécration de 5e président de la République, comme l'a dit tout à l'heure Guaido, c'est Ousmane Sonko. Donc, je le présente plus ou moins comme un fauteur de trouble. Parce que la peur, c'est un moyen de mobilisation politique. On connaît beaucoup d'hommes politiques de par le monde, ici au Sénégal, qui jouent sur la peur pour obtenir ce qu'ils veulent. Maintenant, je ne dis pas à 100% qu'il n'y a pas de péril. Parce que tous les gens qui sont honnêtes, qui regardent ce qui se passe autour de nous, dans la sous-région, savent bien qu'il y a péril. Et que dans ces bataillons de djihadistes qui combattent un peu partout dans la sous-région, il y a beaucoup d'informations qui remontent et qui disent qu'il y a des Sénégalais parmi eux. Et on a eu un moment, une tentative d'implantation de cellules, plus ou moins dans le Niokolo-Koba. Voilà, ici au Sénégal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a péril. Mais pour moi, Idrissa Seck fait de la politique. Il joue sur la peur. Il dit aux gens, je suis le premier opposant et méfiez-vous de l'autre qui peut aujourd'hui prétendre être le premier opposant, parce que lui, c'est un fauteur de trouble et le Sénégal a besoin d'être en paix. C'est pourquoi il parle de stabilité. Voilà, il parle de stabilité, il parle de paix. Parce que moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il veut construire, si j'extrapole, je pense, si Macky Sall, par exemple, par le plus grand des bonheurs du Sénégal, décidait de ne pas être candidat, et que lui qui se retrouve face à Ousmane Sonko est un candidat de Benno Bokk Yakaar, il va se présenter comme le garant de la stabilité. Comme un homme de paix, comme le garant de la stabilité, comme l'homme politique expérimenté qui peut permettre au Sénégal d'entrer dans une phase de croissance, de progression, de bien-être social dans la paix et la stabilité. Ce scénario, il est possible. Bien sûr. Et Idrissa Seck, qui est un homme politique chevronné, c'est là où il met les pieds. Maintenant, bon, comme on dit, on apprend toujours de ses erreurs. Il a commis un certain nombre d'erreurs, déjà avec Abdoulaye Wade, à un moment donné où il était sur une rampe de lancement, où beaucoup de Sénégalais pensaient qu'effectivement, qu'il pouvait devenir le 4e président de la République du Sénégal. Il a accepté un certain nombre d'arrangements avec Abdoulaye Wade qui ont beaucoup entamé sa crédibilité. Et il était sur une pente descendante. Lors de la dernière présidentielle, il y a eu une forte coalition autour de sa personne qui lui a permis d'arriver deuxième. Mais la plupart de ces gens qui étaient avec lui, aujourd'hui, ont annoncé clairement qu'il serait candidat. Donc, il faudra voir ce qu'il pèse réellement. Parce que quand Idrissa Seck est dans une coalition et que dans cette coalition-là, pour les élections locales, ne parvient même pas à gagner à Thiès, il y a à s'interroger aujourd'hui sur sa représentativité réelle et sur ses capacités à remporter une présidentielle. Mais, comme on peut tout lui reprocher, sauf de ne pas savoir s'y faire en matière surtout de communication, il est en train de se positionner. Et le positionnement se fait toujours dans la différenciation. Il dit, je suis différent parce que je suis l'homme de la stabilité, du progrès, dans la paix, contrairement à l'autre. Oui. Et ce qui nous amène à parler d'un fait qui s'est déroulé peut-être hors de nos frontières, aux États-Unis, mais qui entre toujours dans la dynamique mondiale de la façon de faire la politique. On a vu que le Fox News, un média américain qui a été entré en justice, qui a trouvé un arrangement pour ne pas être condamné, pour payer, parce que les sociétés dominos qui travaillent sur les machines électorales a dit que Fox News a construit toute un tas de mensonges en disant qu'aux États-Unis que les élections sont manipulées et cela a permis aujourd'hui à Trump de contester les élections jusqu'à ce qu'il y ait des échauffourées dans un pays qu'on croyait
être immunisé à ce genre de situation? Je ne sais pas s'il y a forcément une liaison par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, mais cela nous prouve de toutes les façons que même dans les démocraties dites avancées, il y a des problèmes. Et en réalité, le Sénégal aussi est dans ces mouvements-là, puisque la démocratie libérale est en train de souffrir un peu partout. Et que les dirigeants politiques traditionnels qui pouvaient être traditionnels n'existent plus. Il y a d'autres mécanismes qui font apparaître de nouveaux acteurs sur lesquels... Avec les réseaux sociaux? Bon, avec tout ce qu'il y a comme mouvement des idées, mélange des idées... Le populisme? Et tout y est. Et c'est ça qui est dangereux. Et justement, moi, si je reviens encore sur ce qui me préoccupe en tant que chercheur, c'est d'aller toujours voir dans tout ce qui se passe, moi en tant qu'historien, dans tous les faits qui se passent, toute cette mayonnaise, il y a autre chose à l'intérieur qu'il faut analyser et qu'il faut canaliser pour que ça n'aille pas vers la dérive. Nous sommes dans un brouhaha de langage tellement difficile au point que les ressentiments sont venus dans l'espace public, alors que il y a à l'intérieur de la société autre chose qui se fabrique, que nous n'appréhendons pas, puisqu'il y a trop de bruit tout autour, dans trois, dans deux, dans ceci et dans cela. Je crois que moi, je m'excuse de dire moi en tant que chercheur, c'est ça mon rôle, c'est de voir dans ce qui se passe, dans ce qui semble être le chaos, quelque chose qui puisse poindre et émerger et qui peut faire canaliser les forces négatives vers leur transformation en force positive et qui produisent une nouvelle société, puisque le Sénégal en a besoin et nous sommes obligés de réfléchir sur ce contrat social qui semble être malmené et qui fait naître plein de... Mais est-ce qu'on peut construire une nouvelle société, comme Alain Ndiaye l'a dit, dans un pays où l'éducation est négligée, où la prise en charge des jeunes n'est pas totale, où aujourd'hui les familles sont déstructurées, où le bol familial qui servait de transmission des valeurs n'existe plus, où la journée continue à tuer les familles? Bon, nous pleurons toujours, puisque nous nous sommes mis dans ce qu'on a appelé la modernité et qui est en contradiction flagrante avec ce que nous faisons quotidiennement. Imaginez, toutes les rues sont occupées, tous les trottoirs. Mais c'est notre comportement au village qui est là. On ne peut pas ne pas le faire dans la modernité. Il faut qu'on arrête de pleurer comme ça. Soit on affronte notre propre diffraction à l'intérieur et qu'on essaie de ramener le faisceau vers quelque chose qui me semble être plus net et qui puisse nous permettre d'avoir un discours qui va au-delà de l'entretien de ces ressentiments-là, avec tous ces... chacun, en prenant la parole aujourd'hui, on essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, caché sous les mots, et qui détruisent complètement toute possibilité de réflexion. Moi, souvent, je suis très désemparé, puisqu'il y a autre chose à l'intérieur de la société sénégalaise qui est en train de se faire tranquillement, sans qu'on prenne attention pour qu'on le suive et pour qu'on le mette sur la table et qu'on feuillette un peu le contrat social, puisqu'il est malmené par tout le monde, je crois. Alors, est-ce que ce contrat social qui est malmené aujourd'hui, si on voit ce qui se passe aux États-Unis avec des médias qui prennent position totalement, aujourd'hui on a vu par exemple Fox News raconte des histoires, mais il y a des Américains qui croient ça, qui croient ce qu'ils disent. On a l'impression qu'au Sénégal aussi, il y a des médias aussi qui racontent beaucoup d'histoires, même des réseaux sociaux, mais les gens, ils ont leur conviction, quelle que soit la situation. Est-ce que la manipulation, la désinformation peut mettre en danger le pays, l'équilibre du pays? Alassane, je pense que si on prend l'exemple des États-Unis, le problème est plus profond. Ce n'est pas simplement Fox News, les médias mainstream
mainstream aux États-Unis, mais vous avez vu comment les gens ont construit la guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan et tout. Je pense que aujourd'hui aux États-Unis, le problème des États-Unis, c'est un problème de la démocratie. La démocratie américaine a beaucoup de problèmes parce qu'au fond, aux États-Unis, personne ne sait qui dirige. Quand Eisenhower quittait le pouvoir, il a demandé aux Américains de se méfier de l'État profond. Quand Kennedy a commencé à contester l'État profond américain, on a vu ce que lui est arrivé. Maintenant, si vous le dites, on dit ouais, vous êtes dans des théories complotistes et tout. Quand Trump aussi a contesté l'État profond américain, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Non seulement il a été débarqué, mais on fait tout pour qu'il ne se présente pas. Donc le complexe militaro-industriel américain que Eisenhower avait appelé l'État profond et pour lequel il avait demandé aux Américains de se méfier, pour moi, c'est ce complexe-là qui dirige les États-Unis. Et de ce point de vue, beaucoup de gens considèrent les États-Unis comme la démocratie la plus aboutie, mais pour moi, c'est la dictature la plus aboutie. Seulement, c'est une dictature qui a des ors de démocratie, des oripeaux de démocratie, qui te font croire que ce sont ces gens-là qui décident, alors que chaque fois le président est élu, sort de 2 partis seulement. Les républicains et les démocrates, et l'État profond américain fait en sorte que celui qui est élu soit quelqu'un qui leur soit à la fois redevable, mais qui obéisse aussi à leurs intérêts. Parce qu'il y a beaucoup de guerres qui sont faites dans le monde. Même la guerre du Soudan, là, qu'est-ce qu'il a amené? Ce qui se passe au Soudan. Oui. Les Américains. Mais c'est parce que ils ont décidé de permettre aux Russes de construire une base navale là-bas, et la guerre a éclaté. Et c'est une guerre par proxy, par procuration, comme on le dit. Comme ils disent les Américains, it's a proxy war. C'est une guerre par procuration. Donc pour moi... Mais est-ce que l'impact des médias qu'il y a eu là-bas, on peut le voir dans nos pays aujourd'hui? Non, parce que partout, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, les médias appartenaient aux journalistes. Ce sont les journalistes qui détenaient ces médias-là et qui travaillaient dans le sens de l'intérêt du journalisme. Aujourd'hui, la plupart des médias appartiennent à des hommes d'affaires qui ont des intérêts et qui gèrent ces médias comme simplement des moyens d'influence. Absolument. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en France et dans tous les pays. Non, dans tous les pays. Oui, dans tous les... En France, la France, c'est fini. Mais même chez nous, ici, à un moment donné, j'entendais que le doyen Mamles Camara dire il faut éviter que les marchands entrent dans le temple. Mais maintenant... déjà dans le temple. Mais le temple appartient aux marchands. Soyons clairs. Oui. Aujourd'hui, le temple est entre les mains des marchands. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la presse sénégalaise a un problème de crédit et a un problème de crédibilité. Et quelquefois, il y a eu des événements qui ont montré qu'au fond, la presse sénégalaise ne jouait plus son rôle. Donc, si la presse ne joue pas son rôle, même par exemple, regardez pour les manifestations, comment ça s'appelle la CNRA ou le CNRA Le CNRA a réussi quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il se passe des manifestations à Dakar. Aucune télévision sénégalaise privée n'ose mettre la manifestation en direct parce qu'ils ont intimidé tout le monde. Alors que ce que les gens devaient faire, c'est-à-dire montrer la manifestation, c'est du travail de journaliste. Parce que les journalistes n'inventent pas la manifestation existe. Ils ne font que retransmettre. Donc pour moi, aujourd'hui, les marchands ne sont pas dans le temple. Le temple est entre les mains des marchands. Et ils en ont fait une boutique. Ils en ont fait un business, c'est ça la réalité. Maintenant, moi je suis acteur dans les assises des médias. Les gens sont en train de réfléchir aux meilleurs moyens de faire en sorte que les médias sénégalais puissent jouer pleinement leur rôle de sentinelle de la démocratie. Mais ça, encore une fois, comme il l'a dit Ngaïdo, en fait, moi je pense que il faut refonder l'État. Il faut refonder l'État sur des bases méritocratiques. C'est notre seul problème. En fait, le seul problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations où les médiocres ont plus de chances d'aboutir que les gens compétents, dignes, capables d'apporter quelque chose. Mais récemment, il y a un écrivain français célèbre, philosophe, qui a écrit, en disant en France, que les médiocres ont pris le pouvoir. Mais ici, c'est depuis longtemps. Et je pense que quand Abdoulaye Wade
a regardé les Sénégalais dans le blanc des yeux et leur a dit que Farba Senghor était un bon ministre parce qu'il posait pas beaucoup de questions, qu'il exécutait tout ce qu'on lui disait. On a touché le fond. Et je pense que c'est le problème qu'on a partout. Toi et moi avons fait pendant un moment un long parcours dans le monde des médias. On sait aujourd'hui ce qu'il y a là-dedans. Absolument. Avant de parler des autres, on peut parler de nous-mêmes. Tout à fait. Et on sait que dans beaucoup de rédactions du Sénégal aujourd'hui, le niveau de l'encadrement est proche de zéro. Oui, tout à fait. Donc, il faut refonder en essayant d'avoir... Moi, il y a quelqu'un que je trouve très inspirant, c'est l'ancien Premier ministre de Singapour. J'écoute souvent ses podcasts, tout ce qu'il explique, comment il a fait pour développer Singapour et tout. Mais ce qu'il a dit que les choses ont tenu en deux règles simplement. Il a pris les meilleurs, il leur a dit diriger. Mais quiconque fait une erreur, je dis même pas une erreur parce que l'erreur est humaine, mais quiconque commet une faute en répond. C'est tout, c'est la conclusion. Merci infiniment à Ndiaye, journaliste producteur, Abdrahmane Gaïdé, historien écrivain. Ils étaient mes invités à l'Air du Temps. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nañuy xeexal ñu lay xeex